prêt. Salut tout le monde, on est très heureux de vous retrouver en direct sur Facebook parce qu'il y a eu quelques petits soucis techniques. Malgré tout, avant le début de l'émission, il y a eu beaucoup de transpiration de notre part, David. Mais on est là, fidèle au poste, avec Stéphane Rochette pour tirer le bilan de la saison régulière. Alors, d'abord, bonjour messieurs. Salut Pascal. Salut Pascal. tout le monde. Salut tout le monde. C'est vrai, t'as un peu transpiré. Je t'ai épongé le front pour avoir une petite symbolique et tout, mais on a travaillé fort dans les bandes et puis on est là. On est là pour vous pour cette émission, cette petite heure à passer bien sûr en direct. On a un grand plaisir de passer avec vous pour faire ce bilan, Pascal, comme tu le disais. Oui, bah on espère que tout fonctionne parce qu'on voit que Pierre dit qu'il y a un problème de son, donc on espère que tout va bien pour tout le monde. Enfin, manifestez-vous si vous nous entendez pas. Voilà. Faites-nous des signes de fumée, on sait pas. Vous avez l'habitude, hein. Le chat est ouvert, vous savez quoi faire. Avant de se lancer dans l'émission, on vous rappelle bien évidemment qu'il y aura des rediffusions cet après-midi sur les différents canaux, que ce soit vidéo ou audio, et puis à 20h15 sur MySports 1. Donc si vous nous regardez sur MySports 1, vous êtes déjà dans la rediffusion, parce que juste avant, il y aura le Inside Plus consacré à Beat Forster pour sa dernière saison, ses derniers moments sur une patinoire. Il nous paraît un peu nous raconter ses souvenirs. David, de quoi on parle aujourd'hui ? C'est facile, la saison régulière s'est terminée hier, on a levé les derniers doutes sur le classement, donc on va dresser un petit peu le bilan des clubs et on se projettera en fin d'émission sur les play-in, vu que c'est les affiches que l'on connaît à 100% sûr qui vont se disputer à partir de jeudi, on vous expliquera aussi tout ça. Puis avec Stéphane, on aime bien jaser, donc on est parti. Voilà, puis il y aura une petite cérémonie de 3 awards à la fin de l'émission pour compléter tout ça, mais on va commencer avec les équipes qui ne jouent pas cette semaine, en commençant par le meilleur roman au classement, à savoir Fribourg-Gotteron. Tout seigneur, tout honneur, on commence par Fribourg-Gotteron. Ça fait un petit moment qu'on sait qu'ils vont finir deuxième. On a été, je pense, en mode gestion dans la dernière partie. On n'a pas essayé forcément de rejoindre Zurich. Ça a été assez bien géré. On a donné du temps au deuxième gardien aussi qui a joué à Ambry. Les gars, grosse saison, des leaders qui ont fait parler la poudre. Tous les doutes qu'on avait en début de saison sur Fribourg-Gotteron, c'est-à-dire Béra, l'état de forme de Béra, est-ce que son dos va finir la route? Est-ce que Walmark va remplacer avantageusement Desharnais? Est-ce que Sorensen va être enfin le joueur qu'on pensait? Tout ça a été positif et tourné du bon côté, ce qui fait que Fribourg a connu une saison, je dirais, exceptionnelle à plusieurs points de vue, voire à tous les points de vue. Et à part un petit coup de mou en novembre, ça a été relativement constant. L'exécution a été extraordinaire toute la saison. Le power play a été performant. On s'attendait à revoir Di Domenico sur le devant de la scène. Wow. Il a connu une bonne saison, mais c'est pas lui forcément qui a été sur le devant de la scène, même s'il a fait son travail. Encore une fois, Di Domenico est redevenu un joueur plus raisonnable, plus raisonné sur la glace, on va dire comme ça. Quand il est coaché par Dubé, ça semble fonctionner. À Berne, il y a toutes sortes de frasques, etc. Il a raccourci ses shifts, etc. Un paquet de trucs. On n'arrive pas à trouver vraiment du négatif dans cette équipe-là. Peut-être la saison de Sandro Schmidt, peut-être Julien Sprunger qui baisse un petit peu quand même. Kylian Motet qui a fait un petit peu moins de points que d'habitude. Si je veux trouver des petites bêtes. Mais l'équilibre de cette équipe-là est intéressant. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'elle est spectaculaire. Elle est jolie à voir jouer. Elle marque des beaux buts. C'est propre, c'est net. Tout le monde comprend son rôle aussi. Je pense à Diaz en défense qui a pratiquement pas joué en powerplay de la saison, qui est devenu un joueur à vocation défensive. Il joue chaque fois contre les meilleurs blocs adverses. Il accepte son rôle, le vétéran. Donc, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes à Fribourg. Une saison record, plus de 100 points. C'est la première fois en 45 ans d'histoire, 44 ans d'histoire qu'on le fait. Donc, en plus, on a remboursé les pré-COVID. Petite parenthèse, ça m'a toujours fait un peu rigoler. Et puis là, messieurs, je vous lance là-dessus. Bébert, le président Bébert, a avoué hier, a osé dire qu'on visait le titre. Non, le mot tabou est sorti, en tout cas. Donc, c'est clair que maintenant, on a vu que la fin de la saison régulière, Fribourg ne baissait pas et on voit grand. C'est normal de voir grand. Et je trouve que ça va avec ce que Fribourg a mis en place depuis septembre dernier. Il faut quand même se rappeler qu'il y a 12 mois, Fribourg était sorti en pré-playoff.
Et on sentait venir un été compliqué et un début de saison compliqué. Ça n'a pas été le cas. Donc maintenant, je trouve qu'on doit s'affirmer, on doit parler comme ça. On voit qu'il y a une fenêtre aussi qui est ouverte et puis on sait que cette fenêtre, elle n'est pas forcément tout le temps disponible. Et il faut s'y jeter et je crois qu'il n'y avait pas besoin de ces propos non plus du président pour, on va dire, emmener le public avec. On va de 6 guichets fermés, on va de 6 matchs. Ils seront présents, ils feront du bruit aussi en play-off. Et Fribourg aura besoin de tout le monde et peut-être de tirer maintenant tous sur le même objectif qui est clair, d'aller en finale. C'était les mots d'abord de Hubert Weber. On vise la finale et le titre, bien sûr. Évidemment. Mais la finale d'abord, hein, c'est le step par rapport à il y a 2 saisons, de se dire, écoutez, l'année passée, cette élimination pré-playoff, il y a 2 ans, cette élimination en demi-finale contre Zurich. On veut encore un step supplémentaire et après, bien sûr, en finale, on jouera pour le titre parce que personne ne joue pour autre chose, step by step. Mais c'est vrai que Fribourg-Gotteron a été remarquable. Une saison vraiment empreinte de régularité, d'énormes satisfactions, de beaux jeux. C'est difficile de se procurer des sésames à la BCF Arena, mais c'est pour aller voir du bon hockey. Hein. Il n'y en a pas eu beaucoup des matchs, on va dire, sans enjeu, de purge un petit peu. On s'est toujours bien diverti et ça, Fribourg-Gotteron surfe sur la vague, bien sûr, sur cette saison en tout point historique. Je vais profiter de prendre la parole puis de répondre à Noah qui nous demandait si, selon nous, Fribourg peut aller en finale et viser le titre. Absolument. C'est la saison ou jamais. C'est quoi l'expression que tu utilises, Stéphane? Les planètes sont alignées. Les planètes sont alignées. C'est totalement ça. Je vais rebondir sur ce que tu disais, David, sur le pré-playoff perdu contre Lugano. Ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé il y a 12 mois avec Genève Servette. Ils avaient perdu 12 mois avant en pré-playoff contre Lugano. Ça avait mis un coup de pied au cul des Genevois. Yann Cadu est arrivé en disant maintenant l'objectif, c'est ça. Alors, c'est pas la même méthode du côté de Christian Dubé. Il est un peu plus pondéré, prudent. Pour l'instant, on s'occupe que du premier tour des playoffs. On réfléchit pas plus loin. Il a essayé aussi un petit peu de calmer le jeu par rapport à ça pour enlever la pression de son équipe. Mais l'effectif tourne. Tu l'as dit, Stéphane, tout s'est aligné. Meilleur scoreur, meilleur pointeur de la ligue avec Marcus Sørensen. Il y a Valmar qui est pas loin non plus. Dido a pris un rôle. Comme on l'a vu il y a 2 saisons avec Fribourg, où il accepte de jouer pour l'équipe et moins de faire le show. Tu l'as dit, Diaz qui accepte aussi d'avoir un rôle beaucoup plus défensif, de ne plus avoir de temps sur le powerplay puisque Borgman est arrivé et prend cette place-là. Effectivement, il y a peu de points négatifs. Il y a effectivement l'effectif un peu limité, mais bon, ça fait quelques saisons que c'est le cas à Fribourg. Ça fait aussi quelques saisons qu'il y a peu de blessés du côté de Fribourg, donc ça va. Et puis, il y a quand même quelques jeunes qui sont arrivés. On a vu Kevin Etter ces derniers matchs. Il a fait 2 bons matchs à Lugano, un bon match lundi, hier, contre Berne. Il marque un but d'ailleurs. Donc c'est intéressant. Si je regarde mon application de météo, on me dit toujours, principe, qu'il y a du brouillard en hiver dans la région fribourgeoise. Il n'y en a pas eu beaucoup cette saison, hein, du brouillard dans la région fribourgeoise en termes hockeystiques. Et si on regarde les prévisions, est-ce qu'on peut s'y fier ou pas, il n'y a pas de nuages à l'horizon. Donc on devrait partir pour de beaux playoffs. Et bien sûr qu'on emmagasine tout ça. Hein. Il y a Gaëtan Grossrider, lui, qui est plus mesuré, mais ça, c'est des fois les supporters fribourgeois. Ils se gardent une gêne pour ne pas être déçus, évidemment. Voilà. On se dit on est peut-être un peu limité derrière, on n'est pas encore 100%, mais au vu de ce qui se passe cette saison, très peu de blessures, un effectif qui tourne, des automatismes qui sont de mise, donc il y a de quoi... Il y a de quoi partir. Il y a le jeune Strelé là, qui a eu plus de responsabilités en deuxième partie de saison, je l'avais dit en début de saison, il va jouer longtemps dans cette ligue-là. C'est un défenseur rugueux. Hein, il ne sera pas toujours dans les bons coups, mais c'est un défenseur de rôle qui sera surtout à caractère défensif. Et il va jouer. On l'a utilisé avec parcimonie au début et plus graduellement un peu plus. On a fait plus confiance. Il montre le bout de son nez. Là, ça va être un bon défenseur de National League pendant plusieurs années. Mais évidemment, là, quand on parle des playoffs, les étoiles ont été alignées toute l'année au niveau des blessures. Encore une fois, ça fait plusieurs saisons qu'on le dit. L'effectif n'est pas profond. Il n'y a pas beaucoup de c'est très short. Si tout à coup, tu as une série de malchance, tu as 3-4 blessés, ben là, c'est la catastrophe. Donc, pour qu'il fasse une bonne ride, pour que ça continue, il va falloir avoir aussi, encore une fois, un peu de chance. Mais c'est ça, hein, si tu veux être champion, faut que
ça te prend, il faut que les étoiles soient alignées, il faut que tu aies de la chance, il faut que tout tombe en place au bon moment. Mais du côté de Fribourg, on peut espérer, et je pense qu'il faut revenir sur cette saison extraordinaire encore une fois. Moi, je trouve qu'à tout point de vue, cette saison-là a été réussie. Et je pense que je reviens à Julien Sprunger qui comprend son rôle maintenant, qui devient un spécialiste éventuellement, etc. Donc, lui, il veut gagner un titre avant la fin de sa carrière, évidemment. Des Moitet aussi. Bikoff, on l'a honoré hier, André Bikoff, là d'ailleurs, il n'était pas dans l'alignement. Le public l'a honoré, Stéphane. Ah, ouais, le public, c'est juste. C'était pas officiel, mais on l'a fait. Bravo. Ça, c'est aussi la classe des fans fribourgeois là, qui adorent qui adulent ses joueurs et surtout les joueurs locaux. On l'a vu avec sa petite fille sur le banc en pleurs, donc c'est toujours des bons moments de communion. Et voilà, c'est une bonne. Je le répète, Fribourg, c'est une ville de hockey, c'est un mini Montréal. Évidemment, dans une toute autre mesure, évidemment, c'est une petite ville, c'est un petit canton. Mais tout le monde est derrière Cotteron et la communion avec les fans et tout, c'est extraordinaire. Tu parles de Bikoff. Lui est blessé, encore peut-être 2-3 semaines, peut-être un mois. Donc, il y a 2 semaines de pause pour Fribourg maintenant. Donc, il va bien sûr tout faire pour revenir rapidement à disposition de son entraîneur. Il y a aussi Lucas Wallmark qui a manqué la fin de saison régulière, qui devra revenir. Prévention c'est de la prévention aussi, et même un petit bobo qu'on n'avait pas forcément besoin de lui dans cette fin de saison. Il sera là le samedi 16 mars pour le premier match des quarts de finale. Puis on a Corey Merton en licence B, les gars, c'est pas mal. C'est un gars quand même qui a joué à Swiss League toute l'année, mais c'est un gars qui a de l'expérience, qui a de la bouteille. On l'a vu hier au face-off. On l'a vu au face-off hier. Il a fait son match. Après, il était entre Sørensen et Motet. C'est forcément, quand tu joues une saison complète en Swiss League, de se remettre à niveau. Mais comme tu dis, c'est son expérience qui pourra primer. Il a quand même tourné plus d'1 point par match en Swiss League. Donc, il se rappellera vite au bon vieux souvenir de quand il jouait à Lausanne et Ambry par le passé. Absolument. Ce sera un joueur de profondeur qui sera utilisé au cas où, justement, il y a ces problèmes de blessure qui pourraient intervenir. On garde le conditionnel parce que vraiment, Fribourg, ces dernières années, est épargné par les blessures, même dans les moments importants. Les dernières années de playoff, on ne les a pas vus non plus avoir des blessés. Alors bien sûr, la semaine prochaine, dans Overtime, on fera le point sur bien sûr les affiches des quarts de finale. On connaîtra l'adversaire de Fribourg, normalement. Voilà, donc on pourra un peu plus se projeter. C'est clair que Fribourg jouera une équipe qui aura 2 matchs de plus dans les jambes, on va dire. Exact, minimum. Voilà. Si c'est Ambry qui passe Lugano aura une deuxième chance. En 2 et 4 matchs. Voilà, en 2 et 4 matchs. Si Lugano bat Ambry, ce sera Lugano. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Mais Fribourg doit encore un petit peu patienter. Ça sera au Tessin. Au Tessin, il fait beau, c'est pas mal, c'est doux. Ouais, alors ça, je suis pas tout à fait d'accord, Stéphane, parce qu'il faisait pas beau jeudi quand tu allais pour Fribourg. Il y a eu de la pluie ce week-end. Il y a eu plusieurs jours de pluie, c'est assez rare. Le beau temps, il est que sur Fribourg dans cette saison régulière. Exactement. Stéphane. Le soleil brille à Fribourg. C'est comme à Bienne, même quand il y a du brouillard, il fait soleil. Voilà donc pour Fribourg-Gotteron dans cette saison remarquable avec ses 102 points au final. C'est quand même 21 de plus que l'an dernier. On passe de la 7e place à la 2e de la saison régulière. Et, on l'a dit, on le répète, beaucoup de points positifs. Et maintenant, descend dans la hiérarchie du classement. Et on parle de l'équipe qui est montée sur le podium dans cette fin de saison. C'est bien sûr le Lausanne Hockey Club. Là aussi pour Lausanne, on revient de loin. Si on regarde 12 mois en arrière, l'équipe a alors complètement changé de visage, de jeu, de philosophie, de mentalité. Lausanne sur le podium de National League cette saison, c'est abouti, c'est vraiment bien fait. On n'imaginait peut-être pas 3e, puisque Zug a quand même déjoué totalement en fin de saison, ce qui a permis à Lausanne de passer peut-être des places 4-5 à être sur le podium. Mais les Lausannois le méritent là aussi. On a été très positif avec Fribourg-Gotteron. On doit aussi être très positif sur le bilan de la saison du Lausanne Hockey Club qui a fait lui aussi 20 points de plus que la saison dernière, qui a mis tous ses soucis, on va dire, extra-sportifs de côté. On a très peu parlé des coulisses dans la saison du Lausanne Hockey Club. On a fait un bon jeu sur la glace. On a eu un peu des soucis peut-être poste de gardien de but à un moment quand Punenovs prendre le lead. Il y a la belle histoire de Kevin Page qui est arrivé, qui a pris vraiment beaucoup de temps de jeu et qui a assumé un super rôle dans ce poste-là. Au niveau des joueurs, j'ai bien aimé
Suomela dans sa première partie de saison, moins dans la deuxième, je dois dire. Le joueur va peut-être devoir nous réserver des bons playoffs pour se dire que sa saison est aboutie. Par contre, les Suisses ont vraiment tiré leur épingle du jeu. Hein, et c'est peut-être ça la force aussi du LHC cette saison, que ce soit Ria, Fuchs, Rochette, Boson, Jäger. C'est tous des joueurs vraiment qui ont vraiment tiré l'équipe vers le haut et qui ont permis que cette saison se termine avec ses 91 points en 52 matchs et puis ses 30 victoires. C'est un record, Stéphane. C'est un record pour Lausanne, oui, c'est ça. Bon. C'est moi qui l'ai écrit ce matin en faisant le publiant le classement sur Twitter. C'est là peut-être que tu l'as. Un record pour le club en National League. En National League, ouais. Avant c'était 89 points il y a 2 saisons, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Quand ils ont terminé, quand ils avaient affronté Fribourg en playoff, il me semble que c'était cette année-là. Ouais, effectivement, comme tu le dis, là aussi il y a tout qui s'est aligné. Alors pas tout en même temps, non. Ça a été plus tournant. On a vu encore hier la première ligne, il y a eu un petit peu plus de peine, même si Rochette a marqué le 4-1. La troisième ligne, Raffel, Boson, Jäger. Ça fait 2-3 matchs où ils sont un petit peu moins productifs, par contre ils sont toujours aussi bons défensivement. Et c'est la nouvelle deuxième ligne avec Salomaki, Ria et Fuchs qui a fait la différence contre Zug, avec 3 buts importants. Je discutais avec Damien Ria en attendant les interviews après le match, et il me disait ils ont appris hier matin qu'ils allaient jouer les 3 ensemble. Et il disait ça a cliqué. C'est difficile parfois à expliquer, mais ça a bien fonctionné tout de suite. Et puis comme Olivier le dit dans le chat, il faut aussi prendre en compte les 2 défenseurs étrangers, Pilot, Jones, qui ont fait une excellente saison du côté de la Vaudoise Arena. Stéphane, je te rends la parole. Ouais, écoute, Lausanne, écoutez, moi je l'avais déjà dit, ce qui a changé par rapport à l'année passée, on avait un gros volume de jeu l'année passée, mais on manquait clairement de skills, de technique, puis on manquait de joueurs bons avec la rondelle, bons dans le puck management, avec un bon sens du jeu. Faut donner crédit à John Fuss qui est allé chercher Pilot en défense, est allé chercher Juice en défense, 2 défenseurs à caractère qui peuvent jouer défensivement, mais qui sont surtout bons avec la rondelle. Et puis, on est allé chercher Suomela devant, qui est un artiste avec la rondelle. Puis, on est allé chercher Rochette, on a signé Rochette, qui revenait du Canada. Donc, ces 4 joueurs-là, c'est les 4 grands changements qu'il y a eu dans cette équipe-là. C'est 4 gars qui ont un excellent sens du jeu, qui ont une vision, qui ont des mains et qui leur puck management est je dirais, supérieur à la moyenne. Donc, ça a fait toute la différence dans le jeu de Lausanne. C'est ce qui manquait l'année passée. Combien de fois l'année passée, on a dit de Lausanne, il mouline, etc., et ça va bien, il y a de gros volume de jeu, mais l'exécution n'était pas au rendez-vous. Il manquait toujours le puck management, la petite décision, la petite passe, le petit truc en plus, il n'était pas là. Il y a beaucoup de gens qui Fuchs était premier joueur de centre. Ce n'est pas un premier joueur de centre dans cette ligue-là. Il y a beaucoup de gars qui n'étaient pas dans la bonne chaise. Il y a aussi l'année passée, il faut le dire, Glauser a été blessé une grande partie de la saison. Eldner aussi, ils ont été en santé cette année. Et là, l'année passée, on retrouvait Genasi clairement dans un top 6, voire un top 4. Cette année, il était 7-8 à sa place. Donc, tout le monde il a joué en moyenne 10 minutes par match cette saison. Voilà, donc bien utilisé intelligemment. Donc, tout est tombé en place. Au niveau des gardiens, bien évidemment, Connor Hughes, extraordinaire. Honnêtement, il est à 94%, les gars, à peu près. C'est extraordinaire. Il a été blessé. La belle histoire, évidemment, c'est Pache, comme tu l'as dit. Poulenov n'a carrément pas fait le job. Pache, c'est un gardien d'avenir. On l'a rappelé. Il a été étincelant. Il a tout de suite pris sa place. Il a tout de suite montré qu'il pouvait jouer dans cette ligue-là. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Ça a été un point tournant aussi dans la saison. Poulenov, Pache et tout. Donc, Pache a gagné quelques matchs consécutifs là, qui a fait tourner un petit peu le truc dans la bonne direction à l'automne. Donc, Ward a managé son banc de façon assez intéressante aussi, partager le temps de glace entre à peu près tout le monde. Évidemment, des fois, quand tu fais ça, tu rends tout le monde un peu mécontent. D'un autre côté, avec la saison qu'ils ont connue, les forces est de constater que c'était peut-être le choix judicieux à faire. Pour revenir à Suomela, les gars, Suomela est on parle du fameux premier bloc, etc. Hier soir, ils jouent pas mal. Ils jouent pas mal le premier bloc. Ils ont connu des bons matchs pour moi. Ils ne trouvaient pas le fond du filet à la fin du match. Hier, Théo a marqué. Mais il y a des belles choses. Là, on a vu des belles choses. C'est une question de temps avant que ça monte, ça produise au niveau des chiffres. Ça va tourner, à mon avis. Il joue des bons matchs. Suomela travaille beaucoup plus fort qu'il travaillait il y a une dizaine de matchs en arrière. Il a vraiment remis l'ouvrage sur le métier parce qu'il a eu vraiment un coup de mou au niveau de l'attitude, au niveau du truc. Il faut dire aussi que Suomela, en début de saison,
personne ne le connaissait. Donc, il a eu l'effet de surprise. Les équipes ont joué contre lui 1 ou 2 fois. Puis après ça, ils se sont mis à faire de la vidéo sur lui, comme tous les bons joueurs de cette ligue-là. Puis là, ils se sont mis à identifier ses habitudes, comment il travaille, etc. Et moi, je pense qu'à début de saison, il tirait beaucoup. Et c'est un gars qui s'est trop concentré pour moi. Je suis un excellent joueur de hockey, mais il s'est trop concentré sur faire des passes à un certain moment donné. C'est un joueur qui ralentit le jeu souvent. C'est un joueur qui n'est pas une menace quand il rentre dans la zone pour aller au but. Jamais il va battre les défenseurs en contre 1 ou essayer. Il ne va pas faire comme Christophe Berchi ou des Marchini ou des Hoffman. Il est clair. Toutes les équipes savent qu'il n'est pas une menace pour aller direct à la cage en entrée de zone. Donc, il se concentre 90% du temps à faire des délais. Donc, il rentre dans la zone, fait des délais. Il joue à la Tanner Richard. Il ralentit constamment le jeu. Il ralentit tant qu'il attend et il veut faire la grosse passe. Les autres équipes ont identifié ça. Il faudrait qu'il modifie un petit peu son jeu s'il va avoir un petit peu plus de succès offensivement. Donc, moi, je pense qu'il est devenu trop prévisible. Donc, il joue trop sur faire la grosse passe, etc. Puis c'est un joueur qui est beaucoup en périphérie. Ouais, ça serait... Donc, c'est un gars qui ne va pas beaucoup à l'intérieur. Donc, les clubs ont identifié ça. Donc, ce sera à lui de modifier des petites choses, apporter des petits ajustements dans son jeu pour qu'il soit moins prévisible. Il en a clairement les qualités, Stéphane, pour surprendre en play-off. On n'en doute pas une seconde, c'est sûr. Quarantaine de points et tout. Puis regardez aussi son jeu. Je vais finir avec lui parce que je veux le défendre un petit peu là aussi, mais sur le powerplay, c'est un gars qui, quand il a la rondelle, il reset toujours le play. Il reçoit la rondelle, puis au lieu de la redonner rapidement ou d'être une menace, il n'est pas une menace pour shooter vraiment parce qu'on sait qu'il ne veut pas trop shooter sur le bord à droite. Et souvent, quand ce soit la rondelle, il reset. Il prend le puck, puis hop, OK, on recommence tout. Là, moi, je vais temporiser tout ça. Et la boîte se remet en place. Donc, il devient prévisible dans son jeu. Et c'est ce qu'il faisait pas en première moitié de saison, qu'il faisait en deuxième moitié de saison, voulait trop peut-être en faire, trop prendre le jeu à son compte, qu'à chaque fois, il monopolisait la rondelle, ralentissait le jeu et reset sur le power play, ce qui faisait que tout le monde, il devenait un joueur un peu plus prévisible. Mais ça, voilà, donc c'est ce qui a fait, je pense qu'en deuxième saison, on l'a vu un petit peu descendre dans sa production offensive. Les autres équipes se sont aussi beaucoup concentrées sur lui et ce qui a permis aussi à Fuchs et Ria de se mettre en avant aussi, notamment. Et je vais revenir sur Fuchs et Ria, j'en parlais hier dans le studio. Fuchs et Ria, les gars, à la maison, 80% de leurs points. Ça tombe bien. Lausanne a l'avantage de la glace au premier tour. 80% de leurs points, Fuchs et Ria, à la maison. Alors, tu dis, c'est quand même incroyable. Fuchs, je pense qu'il y a 7 points à l'extérieur, puis Ria en a 9 sur les 30 et quelques qu'ils ont réalisé. C'est énorme. Alors, j'essaie de comprendre pourquoi. Ben voilà, c'est que c'est des joueurs qui, défensivement, sont juste corrects. À la maison, les match-ups sont favorables parce que le coach ne les met jamais contre le meilleur bloc adverse. Il met souvent la bloc de Jagger, Boson et Raffal en dernière partie de saison. Il a mis même le bloc de Rochette un certain temps. Même Suomela, il mettait force contre force, top scorer contre top scorer. Et ces gars-là, à la maison, ont bénéficié de match-ups favorables et ils en ont profité. Et ça a fait que Lausanne était une des meilleures équipes, sinon la meilleure équipe à la maison cette année. Donc ça crédit à donner aussi à Jeff Ward. Mais c'est vrai que la séparation entre les matchs à l'extérieur et les matchs à la maison est flagrante. Pour moi, c'est presque du jamais vu. Stéphane, que le bilan est très bon, que Lausanne semble très bien armé, parce qu'il s'est cherché un petit peu en début de saison. Il a connu quand même des creux, des bons hauts, des bons creux aussi. Mais là, que sur la fin de saison, on voit qu'il y a le projet qui s'est mis en marche, l'équipe qui fait corps maintenant, et ce sera une équipe qui sera très intéressante à voir en play-off. Clairement. Et certainement redoutable. C'est bien sûr tout l'intérêt maintenant d'arriver dans ce moment-là. Il y a 12 jours pour travailler. Le plus gros point négatif, c'est le powerplay, qui est certes le plus menaçant, mais au final qui ne marque pas. C'est ça. Oui, c'est ça. Ben, ça, évidemment, le taux d'efficacité, c'est 15-16 %. Ça, c'est vraiment là où le bas blesse. Il faudrait qu'ils trouvent des solutions. C'est un problème récurrent. Par contre, le piqué est extraordinaire, messieurs. Depuis le 2024, c'est 93-94 %. Oui, il termine le meilleur piqué de National League. Plus de 85 %. Au début de l'année, c'était à 75, 76, 77. Là, ils sont passés à 85. Depuis le mois de novembre, dans le coaching staff, on a changé entre Ward et lui qui s'occupait de quoi. Et puis, depuis la pause de novembre, c'est plus de 90 % sur le piqué pour Lausanne, ce qui est assez exceptionnel. Et ça, en play-off, piqué, c'est très, très important. Mais il y a de la profondeur aussi. Si on vient avoir un ou deux couacs,
On pourra remplacer bien sûr ces joueurs sans vraiment trop perdre en qualité aussi. Avec le retour de Salomeki, peut-être aussi que lui devra faire un step. Il était tellement indispensable avant sa blessure. Il revient un peu plus discrètement et tout. Raffel a pris aussi beaucoup de place. Raffel va être important. Hier, Lausanne nous a annoncé qu'ils avaient tous leurs joueurs à disposition. Il n'y avait personne à l'infirmerie à part Nicolas Pernou, mais qui n'a pas joué cette saison en National League. Donc ça veut dire aussi que Ward a des solutions au cas où il y a eu des problèmes. Moi, je propose qu'on s'intéresse au dernier club qui ne joue pas cette semaine, à savoir le HC Ajoie. Un club qui a vu du mieux, du moins bien en cours de cette saison. Ça a été un peu à l'image de ce qu'on attendait. Tu parlais de la différence du nombre de points. C'est 39 points cette saison. C'est 9 de moins que l'année passée. Malgré tout, les Ajoulots qui sont à nouvelle fois derniers. Mais ces derniers matchs ont été un peu meilleurs. On les a vus beaucoup plus accrochés des équipes qui étaient à la lutte pour les playoffs. Et surtout, au même moment, on avait leur futur adversaire Cloton qui était en mode panique à ne plus savoir jouer au hockey sur glace. Donc, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est ton avis, David, que finalement, Ajoie a préparé sa série de play-out sur cette fin de saison et monté en puissance. Pas forcément avec les résultats, mais en tout cas pour la suite. J'en suis certain que Ajoie a appris de ce qui s'est passé il y a 12 mois en arrière. Il va tout faire pour essayer d'éviter ça. Mais c'est vrai que si on fait le bilan de la saison, ça laisse cette impression un peu de mitigé. Parce que on a vu avant que cela reprenne au mois de septembre dernier que c'était certainement le meilleur HC Ajoie de son histoire en termes de contingent, de joueurs à disposition. On s'était renforcé. Le problème, c'est que toutes les autres équipes s'étaient renforcées aussi. Donc le gap est resté. On n'avait pas trop de doute que Ajoie termine 13 ou 14e. Hein, ce jeu-là des pronostics, on ne s'est pas trop trompé. Pour le reste, on oublie bien évidemment. On en rigole. Les pronostics, tu sais ce que c'est? Je sais pas ce que c'est. On avait mis Zurich premier, les gars. Arrêtez. Non, c'est pas vrai. Non, on avait mis Genève, Zurich 2. Pas moi, parce que vous ne m'avez pas écouté. Vous aviez qu'à m'écouter, les gars. Moi, j'avais dit Zurich. Attendez, je vais ressortir la feuille de Stéphane. Mais voilà, mais Lausanne. Mais reste que Ajoie a eu beaucoup de peine dans son début de saison, hein, ce qui l'a énormément pénalisé si on remonte au début. A tout de suite été distancé, et ça, pour la tête des Jurassiens, ça n'a pas été bon. Et si on enlève cette première partie qui a quand même été assez longue à se mettre en place et à digérer, pour le reste, Ajoie est meilleur que l'année passée. Même si, en termes de points, de statistiques, c'est moins bon. Dans le jeu, il y a moins de claques. Oui, c'est un jeu que Volven veut beaucoup plus défensif. Je te vois un petit peu hausser les sourcils, Stéphane, c'est normal. C'est ce qu'il veut. Perdre des matchs 2-1, 3-1, 2 buts d'écart. Mais on n'est pas déclassé. Donc à ce niveau-là, il y a du progrès. Niveau offensif, on a moins marqué. Par contre, niveau défensif, on est meilleur. On a fait venir des Sgragen. Avec Jelina aussi, ça a été meilleur. Avec l'arrivée d'autres joueurs, on a vraiment beaucoup de défenseurs à vocation défensive. Et maintenant, pour que la saison du HC Ajoie soit plus réussie, il faudra se sauver. Et sauver peut-être déjà contre Cloton. Ce serait de loin pas utopique non plus. Ça va être une série assez 50-50. Moi, je propose qu'on laisse l'épine du pied à nos collègues de la semaine prochaine. C'est exactement ça. Ils se démerdent avec ça, les prévisions. Là. Voilà. Mais moi, je trouve que dans le fond, Ajoie est dans la bonne direction, sans devoir s'inquiéter pour l'attente ce qui se passe en Swiss League, pour préparer plutôt avec confiance, on va dire, son moment de la saison, c'est-à-dire la finale de play-out et l'éventuel barrage. En tout cas, c'est pas la mentalité qui ressort de ce qu'on entend du côté de Porrentruy où on compte pas sur Chaux-de-Fonds et sur Getse pour éliminer les éventuels candidats à la promotion. Après, je dirais encore un dernier truc, c'est que Ajoie, certes, emmagasine de la confiance et joue plutôt bien ces derniers matchs, comme tu le disais, Stéphane, mais attention de ne pas partir comme contre Langnau l'année dernière, avant la finale de play-out, avec tous ces blessés qu'il y avait à Langnau. Ajoie avait une énorme confiance et ça s'était très mal passé en début de série. Tout de suite 2-0 dans la série pour les Emmentalois. Donc oui, Cloton ne va pas bien. Cloton n'a pas des étrangers qui performent. Mais prendre ça le plus sérieusement du monde pour les Jurassiens, ça sera vraiment primordial. Effectivement, moi, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est vrai qu'à Ajoie, on a le sentiment que c'est moins pire qu'avant. Pour en prendre une expression très québécoise. Sauf que les gars, ils ont pas gagné 10 matchs en temps réglementaire. C'est 8, je pense. Ils ont gagné un match sur 5.
Ils n'ont pas atteint les 40 points. J'ai entendu beaucoup de gens qui me disaient « Ouais, mais tu sais, bien, ça a pris du temps, etc. » quand ils sont arrivés en National League. Mais bien, ils faisaient 60 points par année, les gars. Ils faisaient quasiment 60, un peu plus, un peu moins, etc. Là, on est à 40 en 52 matchs. Pas beaucoup. Moi, je veux être positif sur un paquet de trucs, sauf qu'on est dans une ligue de résultats. Je ne sais pas comment, c'est combien. Fribourg, cette année, combien de fois ils ont été outshootés et ils ont gagné? Quelqu'un là, il va dire à Fribourg, ouais, mais vous avez été outshootés pas mal toute la saison. Ah, mais ils ont marqué des buts, ils ont gagné, les gars. Combien de fois ils ont gagné sur un saut, sur un répète, sur power play, puis ils ont fait la différence à la fin, mais c'est ça la marque des bonnes équipes. Alors, à la fin, je veux bien être tout gentil, tout ce qu'on veut avec Ajoie, et je le suis parce que j'aime bien les Jurassiens. Les Jurassiens, c'est le Québec, je le rappelle. Je connais très bien cette région-là. Simplement, au bout d'un moment, tu fais moins bien que l'année passée en termes de points. Donc, c'est 9 points de moins que l'année passée. Je pense que c'était 48 l'année passée. Oui. Donc là, on revient dans les eaux de la première année. Donc, après ça, comparer ça avec toutes les équipes qui sont montées. Lausanne, quand il est monté en National League, évidemment, ce n'est pas les mêmes moyens. Mais ça a été un peu plus vite que ça. Oui, a joué les relégations parce que la formule de relégation était comme ça, mais dans la formule actuelle, ils auraient peut-être évité la relégation. Ils étaient borderline avec la 8e place sur les années de Kevin Schleffer. Donc, là, quand même, il y a quand même une tendance qui est un peu inquiétante. Puis encore une fois, je me répète, et je ne veux pas taper sur eux, je ne vois pas le projet derrière, je ne vois pas la suite des événements, je ne vois pas comment ils peuvent s'extirper de la 13e et la 14e place avec ce que je vois venir. Oui, on a engagé un Finlandais, tant mieux, parfait, bonne nouvelle. J'espère qu'ils vont en attirer d'autres, comme l'expression en finlandais en attire un autre, mais je ne vois pas. Louis Robin, qui a signé là-bas, bon jeune, je l'aime beaucoup, il a joué à Lausanne, je connais très bien. Il est surnuméraire à Chaux-de-Fonds actuellement. J'en ai parlé avec Louis-Matt. Pas sûr que ça va être un gars de Liga incontestable. Il va être entre limite entre la Liga et la Ligue B. Ça dépend de comment ça va tourner pour lui. Arnaud Nussbaumer, pas une grande vision du jeu, pas que management limité. Pas sûr que ça va être un grand joueur de Liga ou incontestable non plus. Ça va être... Voilà, donc, voilà. Je me répète là-dessus. Simplement, je suis comme vous, je mets un bémol parce que j'ai eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de défaites honorables. Mais ça reste qu'à la fin de la journée... On a appris, Stéphane, parce que quand Péchan était arrivé, je te rappelle, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit qu'il visait les playoffs. Les playoffs. Le top 10. Le top 10 là, on s'est déjà dit au début de la saison qu'on viserait déjà d'être meilleur que la saison dernière, de viser forcément au moins la 12e place. Après, si on était 13e, on s'en serait contenté. Ajoie, si on revient sur les derniers mois, a souvent été au contact du 13e en revenant à 4-5 points. Et c'était toujours dans ces moments-là où le mental... il y a un moment que c'était proche. Ils étaient à 4 points de Cloton quand Cloton gagne les 2 derbys dans le back-to-back du même week-end contre Zurich. Ça a fait mal aussi à la fin de saison des Jurassiens. Donc aussi à apprendre à grandir dans ces moments importants, charnières, parce que les rencontres contre Langnau, contre Cloton, contre Rapperswil, qui allaient vraiment pas bien à un moment, c'était souvent des matchs où les Jurassiens sortaient pas leur plus grande prestation. Et justement, en affrontant Cloton dès la semaine, dans 10 jours, aussi 12 jours, à partir du 16. Il faudra... Quand ils doivent faire le jeu, voilà. C'est caractéristique d'une équipe qui se cantonne en défense. Quand elle doit faire le jeu, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Quand elle doit prendre le jeu à son compte, elle n'a pas l'habitude. On entraîne, on parle que de la façon de se défendre pour limiter les dégâts. Et puis du jour, quand tu arrives contre une équipe qui est moins forte que Zurich, que Lausanne, que Berne, que Fribourg, là, tu es obligé de faire le jeu. Ça me fait penser à l'équipe suisse. On est bon contre les très bons adversaires où on gère le truc. Et dès qu'on joue contre un adversaire plus faible, on doit prendre le jeu à notre compte, faire la différence et tout, donc ça devient tout de suite plus compliqué. Donc, voilà. Mais moi, j'espère que ça va aller pour le mieux du côté d'Ajoie, qu'on va réussir à sortir de cette traite, de cette logique. J'espère qu'Ajoie va devenir un Langnau ou un Ambry ou une équipe comme ça qui, tout à coup, sur une année, peut accrocher le top 10. On sait que les moyens sont limités, etc. Mais j'espère qu'ils ne seront pas chaque fois. Non, j'en ai aucun doute qu'ils y arriveront. Ça prendra peut-être plus de temps que... Ça va prendre 70 points. Et 70 points, c'est 30 de plus que maintenant. C'est 10 victoires de plus. C'est beaucoup. C'est ça. Non, mais s'ils visent déjà les 50 pour l'année prochaine, c'est un bon début. Oui, mais 50, tu finis quand même 13-14. Oui. Termineront c'est ça que je veux dire. Tu parles de résultats, Steph. Je vous ramène à la réalité, les gars.
Tu parles de résultats. S'ils visent 50 à l'année prochaine et puis qu'ils arrivent à 50, c'est une progression par rapport à 39 de cette année. C'est toi-même qui l'as dit il y a 2 minutes. Ouais, c'est 4 victoires de plus en temps réglementaire. C'est une progression. C'est faisable. Allez, continuons notre émission en parlant désormais de l'équipe qui a bien transpiré, comme Pascal en avant-match pour lancer le live Facebook, mais qui a réussi à se hisser en play-in, c'est le HC Bienne. Ouais, bien. Gaétan a été bon en entrevue encore une fois hier soir. Toujours, il nous a pas dit qu'il s'en battait les steaks à la dernière question. Il a juste dit que mais il est très bon, il est très honnête, très franc. On le voit qu'il cache. Il était content pour les fans. Le message, c'est on a eu beaucoup de guichets fermés cette année malgré notre saison difficile, malgré tout ce qui s'est passé. Et bravo. Je peux dire qu'il était content pour l'équipe et les fans. Finalement, c'est le moindre mal qu'on finisse 9e. Parce qu'au bout d'un moment, on les voyait beaucoup plus bas que ça. Après, bon, 9e, c'est la route est longue pour être en play-off. Tu dois gagner, battre Genève et battre une autre équipe. Mais dans le contexte, on peut dire que en tenant compte des blessés, en tenant compte du couac avec l'entraîneur, en tenant compte de ce qui s'est passé, tu dis, 9e, tu as peut-être encore une chance de faire les playoffs. On peut s'en contenter. À Bienne, c'est comme à Joie. On se contente assez facilement. Hein. À Bienne, les gens sont positifs avec leur club. On ne cherche pas noise. On prend ce qui est bien. Finalement, c'est pas si mal, etc. C'est une ambiance qui est toujours assez positive avec le staff aussi, hein, parce que dans d'autres clubs, je pense que Steininger a été viré séance tenante. Mais l'entraîneur aussi, tout le monde serait parti avec l'eau du bain, comme on dit. Mais il y a eu un regain lorsque les blessures sont revenues. Il y a tout à coup une pente ascendante. Et puis tout à coup, on est revenu un peu dans les travers. Voilà. Je pense que Bienne, Steininger a une grande responsabilité dans cette saison mitigée. Il a fait des mauvais choix. Il a prêché par excès de confiance. Je pense qu'il y avait 18 gars qui n'avaient pas de péché par excès de confiance, on dit. Il y avait 18 gars qui n'avaient pas de contrat en début d'année. En tout cas, 3/4 de l'équipe n'avait pas de contrat. Tu engages un nouvel entraîneur. Tu ne peux pas prendre ce risque-là si ça se passe mal avec l'entraîneur. L'après Tormainen dure à gérer, tu ne peux pas prendre le risque de te présenter avec autant de contrats, du cas qui n'ont pas de contrat. Donc là, en plus des offres, des bonnes offres que ces joueurs qui ont performé en play-off, les joueurs vont performer en play-off, ils ont tiré la convoitise des autres équipes. Donc, il y a eu des offres financières intéressantes. Donc, Steininger s'est buté sur le fait qu'il ne veut pas donner plus d'argent, ça n'a pas de sens, mais c'est le prix du marché, mon gars, tu dois t'ajuster. Il a attendu de voir comment ça se passait avec Matikainen. Donc, il a pris 2 paris. Il a été il a joué avec cette confiance ou par arrogance, je dirais. Et il s'est planté. Parce qu'avec Matikainen, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient 2 bonnes raisons de quitter. Parce qu'il y avait des meilleures offres ailleurs, parce qu'à Bienne, on ne voulait pas leur offrir autant d'argent parce qu'eux, ils ne sont pas comme ça. Et puis parce que l'entraîneur, ça s'est mal passé. Et on le savait depuis le mois d'août que ça se passait mal. Au mois d'août, on avait des signaux de fumée, les gars. C'est sûr, donc, c'est sûr. On s'est buté sur le fait qu'on va essayer. Avec Stoney, Steph, tu sais, c'est que, il a certainement perdu 10 ans de vie cette année en une année. Hein, minimum. Il n'y a même pas eu le temps d'aller chez le coiffeur. Mais ça, même avant, il avait pas. Je crois que depuis le Covid, il a dû perdre l'adresse. C'est pas possible. Rockstar style. Mais la deuxième chose de Stoney, c'est aussi qu'il va assumer en fin de saison et puis qu'il fera le bilan tout en étant bien sûr lucide sur la situation dans laquelle il s'est retrouvé. C'est pas quelqu'un qui se cache non plus. Il est déjà en train d'assumer en étant l'entraîneur principal ad intérim. C'est lui qui a été nommé à ce poste-là, donc il assume aussi d'avoir raté son casting avec Matikainen. C'est pas pour donner une excuse, mais on va quand même signaler qu'il y a 230 matchs manqués pour des blessures ou des maladies cette saison du côté de Bienne. C'est énorme. C'est une catastrophe. Il y a Rapperswil, Lugano qui ont vécu aussi des choses comme ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup sur 52 matchs. Ça a été les astres n'étaient pas alignés. Là. C'était une catastrophe à tout point de vue. C'est mal parti avec l'entraîneur. Il y a eu des blessés. Il y a des gars qui ont retardé de venir au jeu parce que même Kunzle était mis de côté, même s'il était disponible à un moment donné, parce qu'avec l'entraîneur, ça se passait pas très bien. Je n'ai pas compté ce match-là, hein, Stéphane. Non, mais je sais bien. Blessé. Moi, blessé ou malade. Mais je veux dire, cette année aussi, est-ce qu'on peut parler des performances de Kunti, qui est, encore une fois, qui est on and off, qui a été blessé, mais Kunti, les gars, c'est même pas 10 points. 12 points. 12 points, Kunti. 12 points. Bon, il en a fait ces derniers temps. C'est très peu pour un gars
gars de sa qualité quand même, de ses qualités techniques. Brunner a une saison plus qu'ordinaire. Il s'est aussi ralenti par les blessures. Là, on remet ça pour une année avec lui. Offert a été blessé malheureusement. Donc, il y a beaucoup de trucs. Olofsson, sincèrement, une saison pas dans les bons papiers du coach non plus. Je pense que lui, il ne faudra pas les inviter au même restaurant, lui, Matikainen, mais ça fait beaucoup de choses. Et là, on a trop protégé l'entraîneur, Stéphane, tout au long de cette saison. On a vraiment essayé de marcher derrière, de se dire c'est à cause des blessures que Bien se retrouve dans cette position d'avant-dernier. Quand ils vont revenir, ça va aller mieux. C'est allé mieux au début, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Et après, le projet était tellement... on parlait de situation météorologique avant, était tellement rempli d'un énorme brouillard sur le lac de Bienne toute la saison que personne s'y retrouvait. C'était énorme que... Il n'y a personne qui cliquait dedans, mais devant les médias, devant les fans, on se devait d'essayer de rester compact et tout. Mais comme tu le disais déjà en août, on avait des retours assez éloquents sur des choix de Matikainen et tout. Enfin, c'est une erreur de casting. Les langues vont se délier à la fin de la saison. On saura peut-être un petit peu plus de choses. On en sait déjà quelques-unes qui mériteraient forcément d'écrire un livre plutôt dans le côté négatif de la saison du HC Bienne. Mais le HC Bienne est en play-in, le HC Bienne est 9e et le HC Bienne peut encore terminer sa saison, on va dire, sur une note positive. Et je crois que par tous les états d'âme dans lesquels ils sont passés, on prend ce qu'il y a là en ce moment. Oui, tout à fait. Moi, je vais mettre en avant quand même Sateri qui a fait une superbe saison encore une fois. Pour JVP, ça a été compliqué. Il a clairement eu le rôle de numéro 2. À partir du moment qu'on savait qu'il partait, bon, il est peut-être parti à cause de ça, mais à partir du moment qu'on savait qu'il partait, plus le droit au chapitre. Donc, Sateri, gardien numéro 1, on l'a signé, bravo. Yakovenko, extraordinaire. J'adore ce défenseur-là. Peut-être qu'il va partir en Amérique, malheureusement pour Bien. Peut-être qu'il va partir en Amérique. Il le mériterait depuis son retour au jeu de blessure. Il a été blessé, mais depuis son retour au jeu, c'est du 1 point par match constant. Puck management extraordinaire. Pas un grand chef-d'œuvre défensivement, mais correct, il fait ce qu'il faut. Très bon avec la rondelle. Yakovenko, pour moi, c'est un gars qui est venu à Bienne. Chapeau à HC Bienne, parce que ce gars-là, il arrivait de nulle part. C'est un jeune quand il est arrivé, etc. On l'a fait grandir dans l'organisation. Tormainen a été bon avec lui. Voilà, donc on pourrait dire que Bienne a contribué. Parce qu'il fait carrière en Amérique, Bienne aura contribué à son développement. Mais quel joueur-là. La force de notre podcast, c'est les questions dans le chat. Il y a une question qui dit que est-ce que la finale de l'an dernier, c'était pas finalement la fin d'un roster, d'une équipe, et puis maintenant bien reconstruit avec des jeunes, et c'est quelque chose qui peut prendre 3 à 5 ans, nous dit Gaëtan. Clairement. On perd nos cadres. Kunti et Brunner sont vieillissants. Radgeb va partir. On perd Kunsley, qui, à mon avis, est un joueur qui devrait connaître beaucoup de succès du côté de Zug. Un joueur que beaucoup de clubs aimeraient avoir dans leur alignement. On va perdre un noyau. On a signé Rayala. Olofsson va partir. Il faut voir ce qui arrive avec Poigniemi, 3 ans. C'est long, 3 ans. Et Poigniemi, je l'aime bien. Il n'est pas incontournable encore pour moi. Je pense qu'on s'est dépêché de signer des gars. Oui, je sais, il a 24 c'est comme Yakovenko, il est arrivé, il est jeune. Donc, oui, c'est ça. Peut-être que dans 3 ans, on reparlera on se dira, quand même, c'est le nouveau Rayala. C'est le nouveau Rayala. Un étranger pour 3 ans, c'est long. Parlez-en à Lausanne avec Kovac. Mais c'est un pari. C'est un pari à Poigniemi. Je l'aime beaucoup. C'est un super joueur de hockey, attention. Mais c'est un pari. Donc, l'équipe va changer totalement de visage. La jeunesse, évidemment. On n'aura pas le choix. C'est un tournant qui est non voulu. Je pense qu'on aurait voulu garder des cadres, mais on s'est loupé. Donc, c'est un tournant forcé. Stoney devra l'assumer aussi celle-là. Il ne faut pas me dire que Bien n'a pas les moyens. Bon, peut-être c'est un club budget moyen dans cette ligue-là. On a quand même réussi à signer offert. On a quand même Az comme leader. Et il y a Dioniccio, les garçons, jeune défenseur qui joue en OHL, qui connaît beaucoup de succès, qui pourrait venir. Ça, c'est une belle signature. On s'est rabattu sur lui très rapidement. Je sais qu'on lui a fait une très belle offre. On s'est dépêché parce que là, il fallait absolument signer des bons jeunes. Moi, je pense qu'il pourrait rester en Amérique si les Ducks d'Anaheim décident de le signer. Il pourrait rester en Amérique, malheureusement pour Bien, mais s'il vient, ça, c'est une très bonne pioche. Un défenseur très bon que la rondelle, gros gabarit. Pas facile à gérer tout le temps, mais fort caractère. Mais ça, c'est un jeune qui, si on le fait jouer à Bien, là, ça pourrait être une très, très, très belle histoire. Mais à part ça, des jeunes qui viennent du club, il n'y en a pas énormément non plus. Il y a Berchi qui va avoir plus de responsabilités, qui a un bon sens du jeu, également, que je connais bien.
Mais c'est vrai que ça va être... On se projette plus qu'autre chose, là, Stéphane. Oui. On est plus dans Moi, le j'aimerais terminer bilan. sur bien avec le commentaire de Lucas qui nous dit un grand coup de chapeau au public pour son magnifique soutien, que d'énergie positive toute la saison, puisque ça a été clairement compliqué du côté de Bienne. Et puis je propose qu'on s'intéresse à l'adversaire en play-in de Bienne. J'ai l'impression de revenir 10 mois en arrière où on commençait à parler de la finale, puisque ce sera Genève Servette. Oui, Genève Servette. Bienne, l'affiche des play-in, ça sera peut-être pas le même niveau qu'il y a 10 mois en arrière, mon cher Pascal, que cette affiche-là. Genève qui termine donc 10e de cet exercice, la dégagolade pour le champion de Suisse en titre, qui n'a pas réussi à ramener ses émotions dans le championnat, qui n'a pas réussi à enchaîner les victoires. Mais saison mi-figue, mi-raisin, parce que l'objectif était la Champions. On a mis vraiment les forces pour y aller jusqu'au bout dès que les séries à élimination directe aussi ont été lancées. On l'avait annoncé en avant-saison. On l'a gagné. Donc à ce niveau-là, c'est réussi. Sauf que pour défendre le titre de champion de Suisse, maintenant, il faudra être costaud, il faudra beaucoup jouer. Il faudra passer par 2 tours de play-in, 4 matchs supplémentaires de sûr. Plus après, si tu vas encore un quart de finale au meilleur des 7. Mais voilà, tout a été compliqué contre Zurich. Tout a été compliqué cette saison quand même pour Genève. C'est clair, tu étais tout là-haut en fin avril l'année dernière. L'été est court, la préparation est différente, tu reviens, t'es le champion, toutes les équipes veulent te battre aussi, veulent montrer que finalement l'année passée, tu as réussi à aller au bout et puis cette année, tu es attendu au tournant et tout. Et ça, Genève a été confronté de plein fouet, selon moi, dans sa saison. Et c'est clair qu'il y a plusieurs aussi situations qui ont amené avec Omar qui est parti. Manunen est un très très bon joueur, mais c'est pas Omar encore. Il y a tous ces joueurs qui ont dit que le groupe est d'expérience, qui ont pris une année de plus, ça s'est ressenti quand même à plein de fois dans le cours de ce championnat. Et finalement aussi défensivement, on a été beaucoup plus bousculé que d'habitude. Au niveau du poste de gardien de but, ça n'a pas été facile aussi non plus cette année. On a quand même utilisé 5 gardiens entre Desclous et Mayer qui étaient au début, avec Giovannini qui avait joué un match, et puis Jaffrey quelques minutes. Et depuis l'arrivée d'Olkinuora, on a ressenti un peu plus de stabilité, mais c'est vrai qu'on a aussi dû transpirer du côté de Marc Gauci pour offrir des possibilités à Yann Cadieux de faire le mieux possible sur la glace. Oui, effectivement. Moi, je pense que la saison se résume au fait que les leaders qui t'ont emmené au titre l'année passée, qui ont été dominants, ont tous ralenti. Tu n'avais pas le choix de les garder, ces gars-là, pour ce qu'ils t'avaient donné, mais cette année, c'était peut-être l'année de trop, l'année où ça commençait à être pareil, qui ont fléchi. Phil Poula, Winnick, beaucoup. Pouliot, Artikainen, qui a connu une saison, pour mon avis, il est presque inadmissible pour un joueur de son niveau. Lui, il n'est pas encore très, très vieux, mais la trentaine quand même. Mayer, qui t'a amené l'année passée, qui t'a permis de gagner le titre, qui a été extraordinaire, a connu une saison épouvantable. Il y a eu la gestion de Gauthier Desclous que je ne comprends toujours pas. Faut me l'expliquer, c'est là ce qui s'est passé avec Gauthier Desclous. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai eu des brides de réponse, mais voilà. Voilà. Et Marc Gauci a réagi. Il faut lui donner le chapeau. Il y a des moyens à Genève. On sait quand il n'y en a plus, il y en a encore, il faut le dire. Là. Tant mieux, il y a de l'argent en Suisse romande. Il faut arrêter de se gêner. Genève, Lausanne et Fribourg ont des moyens et c'est tant mieux. Je dénigre pas ça. C'est parfait. Enfin, on a des moyens en Suisse romande pour avoir des Tim Berni et Olkinuora qui sont arrivés en cours de saison. Non, mais il a fait le job. Il est allé chercher Tim Berni. Il a fait une super offre à Tim Berni. Malheureusement, il n'a pas amené ce que je pensais qu'il amènerait. Ça reste quand même un jeune défenseur. Il n'est pas vieux, le garçon. Il est né en 2000. Donc, voilà. Mais il est pas mal. Olkinuora, super bonne pioche pour moi. A connu peut-être un petit peu les moins bons matchs, notamment contre Lausanne la semaine passée, etc. Mais ça reste un excellent. Il n'avait pas le choix d'aller chercher un goalie. Étant donné qu'on ne sait pas ce qui se passe avec Gauthier Desclous. On va dire comme ça, il était soi-disant un peu touché. Mais bref, et voilà. Donc là, ils sont pour moi 13-14 matchs de Champions League, 52 matchs de championnat. Il y a eu des blessés. Là, on n'a pas Rod et Richard. Les gars, ils sont au bout du rouleau pour moi. Donc là, s'ils doivent passer par 4 matchs de play-in après affronter Zurich, la commande est pour moi, c'est presque une montagne insurmontable devant eux. Ça m'étonnerait qu'il ait au mieux les quarts de finale, mais
C'est ce qui ressort du chat, Steph. Hein. Il y a Didier qui dit vivement les vacances pour Genève. Jérôme qui dit l'équipe a l'air cuite physiquement. J'ai aussi envie de dire mentalement. Pas que physiquement, mais mentalement aussi. Exactement. Donc, voilà, c'est une saison comme ça. Maintenant, on parle de reconstruction du côté de Bienne. Il y aura une reconstruction du côté de Genève. Là, les garçons, on est une équipe vieillissante. Il n'y a pas grand-chose qui vient. Cavalieri va faire sa place en National League. Dans quel rôle, je ne suis pas sûr que ça va être un top 6 dans cette ligue-là. À voir. Je l'aime beaucoup. C'est un jeune que je connais bien, les parents aussi. Antoine Guignard qui vient, ça va être pas sûr non plus. La Coule Carrère en défense dans la fleur de l'âge, ça, c'est du solide. Bernier, on a 3 défenseurs sur lesquels on peut construire. Voilà, on a vraisemblablement re-signé Maillère. On va voir ce qui va arriver avec des clous. Mais il y a une reconstruction. Là. On devra aller chercher des nouveaux étrangers et aller chercher des joueurs suisses. On a été chercher Praplan. On peut dire Praplan aussi n'a pas connu une saison extraordinaire. Il n'y a pas 25 points cette année. Il ne jouait pas beaucoup sur le powerplay. Hein? Et puis le powerplay à Genève fait 1 minute et demie sur la glace. Donc quand tu joues de temps en temps sur le deuxième PP, ben, il ne te reste pas grand-chose de points à la décharge de Praplan. Donc, on va passer par une certaine reconstruction. Malgré qu'avec les 6 étrangers, coup de baguette magique, tu vas engager 4 superstars. Ça te change totalement la physionomie d'une équipe. Mais au niveau des joueurs suisses, on devra passer par une reconstruction aussi. Il faudra aller rechercher le vrai Timo Artikainen, pas celui qui est resté à la pêche aussi. Oui, mais en même temps, tu parles de reconstruction. On parlait de fenêtre pour Fribourg, avec une équipe qui est aussi vieillissante du côté de Fribourg. Exact. Genève avait cette équipe-là l'année passée pour aller faire le titre. Ils ont fait le titre. Maintenant que c'est clair, il faut penser plus loin. Mais le plus loin auquel il faut penser maintenant, c'est le match de jeudi contre Bienne, qui est le premier match de play-in. Et je propose qu'on fasse la transition sur les play-in comme ça, parce qu'il y a une question aussi, comment est-ce qu'on va connaître la différence entre le vainqueur, puisqu'il n'y a que 2 matchs. Alors, le règlement, c'est faites des points. Vous gagnez le match, vous avez 3 points, c'est un match nul. Lors du match 1, ça fait 1 point, vous perdez, vous avez 0. Donc, quel que soit le score du premier match, on regarde après les 60 minutes du deuxième match, donc même s'il y a 3-0 dans le premier match et puis 1-8 dans le deuxième match, on part en prolongation. C'est ça qui est incroyable, c'est que tu peux d'un coup être dans le match retour et avoir gagné le premier et sentir que ce deuxième match retour, tu es en train de le perdre, de le lâcher complètement et te qualifier pour la prolongation qui jouera à 5 contre 5 à 20 minutes à la mort subite. Sans but au bout. J'aime bien cette formule, les gars. J'aime bien cette formule. Honnêtement, on a trouvé une façon que le 7 et 8 ne soient pas éliminés d'office, qu'il y a une deuxième balle de match pour mettre de la valeur sur la position 7 et 8 versus 9 et 10. Donc, 9 et 10 doivent se battre. J'aime bien cette solution-là. Ça va nous donner du spectacle, surtout qu'on a des belles affiches. Une affiche romande et un derby tessinois. Ça va être passionnant. Voilà, et le perdant de Lugano-Ambry affrontera le vainqueur de Bienne-Genève pour la dernière place. Et la même formule, sur 2 matchs. C'est la même formule, et on garde le classement de la saison régulière pour savoir qui affronte Zurich, qui affronte Fribourg. Donc, si c'est Lugano-Ambry, c'est Zurich-Ambry et et Fribourg-Lugano. Si Lugano est éliminé, là, il faudra regarder qui passe à l'issue du deuxième tour de play-in. Donc, Bienne et Genève, dans l'éventualité où ils passent, c'est Zurich, ils vont affronter Zurich. Voilà. C'est ça. C'est sûr. C'est sûr. Et Lugano, s'ils passent, ils sont sûrs d'affronter Fribourg. Voilà. C'est ça. J'espère que ça a été assez clair. Messieurs, il nous reste quelques minutes dans cette émission. On a dit qu'on faisait vite les awards de fin de saison régulière. Je vous propose de commencer par le Rookie of the Year, le meilleur jeune de la saison. Et du côté de MySports, on a été assez unanime sur la question. Et je pense qu'il n'y a même pas vraiment débat non plus du côté de l'extérieur. Mais c'est Théo Rochette qui, pour nous, est le meilleur jeune pour sa première saison. La barre des 30 points décrochée hier en fin de rencontre avec son but. Quelle magnifique saison pour ton fils Stéphane réalisé. C'est vrai que tu viens d'Amérique du Nord, tu as joué en junior, tu as eu beaucoup de succès avec les Remparts de Québec. Tu viens avec les adultes, tu te poses des questions. Ça a rapidement bien fonctionné et Théo a pu vraiment bien se mettre à l'aise, comptabiliser régulièrement, avoir des petits moments de doute forcément, peut-être envie de
plus aussi peut-être dans certaines situations, notamment le jeu de puissance et tout ça. Mais pour une première année, 30 points pour un garçon de son âge, c'est coup de chapeau vraiment. On pourrait dire une mention spéciale à Tommaso De Luca aussi, qui a fait une toute belle saison, à Vincent Rohrer et Léon Mougli, qui pour moi sont ceux qui peuvent peut-être monter sur le podium. Mais Pache pour moi, aussi. le rookie Kevin Pache aussi, pour moi, le rookie était sans conteste Théo Rochette cette saison. Bon, alors Stéphane, par contre, tu n'oublieras pas de nous donner le chèque à la fin, puisque tu nous as un peu forcé à voter pour Théo. Mais les gars, il faut quand même le dire. Moi, je suis le seul consultant professionnel attitré au hockey en Suisse. Parmi tous les gens des médias, je suis le seul qui ne fait que ça de ma vie et je n'ai pas le droit de vote. En passant, je ne vote pas pour les rookies gagnants, je ne vote pas pour le MVP, je n'ai jamais voté. Donc, cherchez l'erreur là-dedans. Il y a des médias régionaux, des sites Internet, des sites qui ont des droits de vote. Peu importe. Mais je confirme, je suis assez d'accord avec toi, David. Tu as fait une belle saison. J'ai perdu mon pari avec lui. Je lui avais dit, moi, je l'avais prédit. J'avais prédit en début d'année une dizaine de buts. 10-15 buts, 15-20 passes j'ai dit tu vas faire 25-30 points, etc. Lui m'a dit non, je vais faire plus que 30 points. Donc 30 points et plus, c'est lui qui gagne, 29 et moins, c'est moi qui gagnais. Donc ça s'est joué, on a parié un petit voyage de golf, donc c'est moi qui vais payer un petit voyage de golf entre les deux. Et je veux quand même mentionner que Théo, tu disais qu'il ne joue pas beaucoup en powerplay, il a joué un peu au début de l'année, mais bumper dans des positions devant le but qui n'étaient pas sa position naturelle. Donc, malgré le fait qu'il a eu très peu de temps de glace en avantage numérique, il a 2 points en avantage numérique cette année. Donc, 28 de ses 30 points. Si on enlève le powerplay, c'est 28. Il a 28 points sur 30. Et puis, si je ne me à trompe pas, il a 2 buts à 4 contre 5, il me semble. Un but, 2 passes, je pense à 4 contre 5 ou quelque chose comme ça. Donc, 28 de ses 30 points à 5 contre 5 ou en infériorité numérique. Ce qui le place, messieurs, au niveau des joueurs suisses dans le top 5 ou pas loin du top 5 des joueurs suisses pour les statistiques, à 5 contre 5 ou à 4 contre 5. Donc, honnêtement, il a raté 5 matchs. Il faut quand même le dire, il a raté 5 matchs. Steph, on a encore le gardien. Et le MVP, on laisse aussi réagir les gens dans le chat. Vous pouvez nous donner vos votes, bien évidemment. Gardien de l'année, Pascal? Voilà, ça a été assez unanime à la rédaction de MySport, puisqu'on est parti sur Reto Berra. Comme tu le disais, Stéphane, avant, quand on a parlé de Fribourg, il y avait beaucoup de doutes sur son dos. Il a été régulier du début à la fin de la saison. Il n'y a jamais eu de souci à se dire est-ce que là, il ne faudrait pas mettre Huygher pour qu'il se repose? Non, il est revenu à 100% de son opération du dos. Ça aurait pu être vraiment quelque chose de terrible. Et il a tenu la baraque. Il a porté Fribourg-Gotteron vers cette 2e place du classement. Ouais, clairement, moi, Roubaix a connu une super saison. Si vous regardez les stats, c'est Roubaix qui est en tête, mais Roubaix est mieux protégé, je pense, à Zurich, mieux protégé. Donc, le rempart devant lui est supérieur à celui de Fribourg pour moi. Zurich qui est une coche au-dessus de Fribourg, je pense, dans le jeu. Donc, il profite de ça. Mention aussi à Sandro Eschliman. Et le joueur Davos, on n'entend pas beaucoup parler en Suisse romande, mais ce gars-là peut te voler un match à lui tout seul. Il est très proche de Berra dans les statistiques. Il a surtout été bon sur l'année 2024. En 2023, il était un petit peu moins bon, Eschliman. Il a fait ça à la fin de la saison. Puis mention spéciale aussi à Sateri et à Connor Hughes, qui a joué beaucoup moins de matchs, évidemment. Il n'a pas joué assez de matchs pour être le gardien de l'année, mais Connor Hughes, c'est tout près de 94%, les gars. C'est sûr. Il est surprenant. À tous les matchs, je le regarde aller, je me dis, c'est pas possible, ça va pas tenir, mais ça tient. Ça tient. Le MVP, pour terminer. Tu nous présentes le MVP? Le MVP, tout seigneur pour tout honneur, Marcus Sorensen, pour l'ensemble de son œuvre. Bon, là, on a voté pro-roman, les gars. On a un Lausannois, un Fribourgeois, puis 2 Fribourgeois. On a été chauvin, mais c'était lui ou Turcotte. Je crois que Turcotte pour son équipe a été tellement important aussi. Mais je pense que Sorensen a ce petit côté spectaculaire que n'a pas Turcotte, ce petit côté fantasque, ce petit côté exécution, ce petit côté wow, qui fait que puis il a transcendé l'attaque de Fribourg-Gotteron. Et si on a une série Lugano-Fribourg, les garçons, c'est 2 équipes qui dépendent énormément de leur première ligne. C'est sûr. Donc, mais moi, Sorensen, pour moi, il m'a épaté. Sorensen, il est MVP, puis il est MFP aussi. Il est Most Funky Player de la saison, parce que voir jouer Sorensen, c'est vraiment un régal pour les yeux, et il a été magique tout au long de la saison. C'est vrai que ça jouait avec Turcotte, mais finalement, petit privilège, parce que si Fribourg est revenu aussi 2e, c'est aussi parce qu'il a été porté par un Sorensen et un Wallmark aussi, qui ont amené Fribourg-Gotteron aussi tout là-haut. Et moi, le mot de la fin. Moi, je suis d'accord avec Gaëtan, parce que mon vote est allé à Turcotte, parce que justement, j'ai trouvé que Lugano, quand Turcotte était
pas là, il était toujours au top. Enfin, Lugano a été vraiment dépendant de Turcauf. Si on l'enlève, ça change complètement le résultat de Lugano. Mais c'est le mot de la fin. Stéphane, c'est le mot de la fin. Oui. C'est l'heure de rendre l'antenne. Parce qu'il y a des rendez-vous. Il faut que tu prépares tes play-in. Il y a des rendez-vous jeudi, samedi. Genève-Vienne, le studio jeudi. Et puis Lugano-en-Brie, ce sera en Free TV également. Ce sera notre studio. Des studios qui commencent à 19h40. Parce que les matchs sont à 20h maintenant depuis les play-in. Donc notez bien, prochain rendez-vous jeudi, et d'ici là, on sera encore plus en forme et Stéphane a toujours perdu son pari avec son fils, mais il aura le sourire. Exactement, je suis content pour lui quand même. Ça me fait plaisir d'y payer un voyage. Passez une très bonne journée, un bon début de semaine et vivement le début de cette saison très intéressante avec les play-in et les play-offs. Bye bye. Allez, bye bye. Tous les matchs de la National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.